je pense qu'il est important, c'est de dire que ces défis vont dépendre du contexte dans lequel on travaille. Par exemple, si on travaille dans le contexte d'un pays comme la Suisse, dans des pays industrialisés, on peut dire que le système éducatif a déjà une certaine maturité, des ressources. Et donc, le défi, c'est plutôt de convaincre les enseignants et les élèves que l'usage de plusieurs langues va enrichir leur expérience de l'éducation. La question qui se pose aussi, c'est en termes d'emploi et en termes de valeur ajoutée, par exemple d'un programme bilingue pour l'emploi, pour l'insertion professionnelle. Maintenant, si on parle pour le contexte des pays du Sud, les pays en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, la question se pose autrement, puisque les systèmes éducatifs sont en face à plusieurs défis. Défis en matière d'infrastructure, de nombre d'élèves par classe, défis aussi en matière de formation des enseignants. Donc, si vous me posez la question par rapport aux pays du Sud, je dois dire que les défis sont tout d'abord, première question, choisir quelle langue. Et là, on a une tension entre le choix des langues nationales, les langues maternelles des élèves, ou le choix d'une langue internationale, souvent héritée de la colonisation. Si on écoute les enseignants et les élèves, ils sont partagés. La langue nationale va leur donner un sentiment d'identité. La langue internationale va amener une ouverture au monde. Donc eux-mêmes, ils sont partagés. Et donc la difficulté, c'est vraiment choisir quelle langue, quels moyens mettre en place dans un contexte difficile pour l'école et pour l'éducation. C'est indéniable que, étant donné les mouvements de population partout dans le monde, que nous devons maintenant considérer les pratiques plurilingues des élèves dans les écoles et que les enseignantes doivent en tirer profit lors de leur enseignement. Cela dit, je trouve qu'il y a des réseaux, des écoles, des dispositifs qui protègent l'enseignement dans la langue de la minorité, qui ont souvent été acquis avec beaucoup d'efforts et qui doivent être préservés parce que ces espaces-là sont eux-mêmes des espaces plurilingues. On est arrivé à créer des espaces plurilingues dans des États, des provinces, des territoires. Donc, bien sûr, il y a une ouverture vers les ressources plurilingues et je pense que c'est le défi des enseignantes aujourd'hui. Par exemple, des enseignantes qui enseignent en frisson dans le nord des Pays-Bas ou en Ontario en français en milieu minoritaire ou ailleurs dans le monde, c'est de s'ouvrir aux ressources plurilingues des élèves, mais tout en gardant un espace pour la langue, le cible de l'école, la langue à statut minoritaire. Donc, et on voit que les enseignantes qui sont très performantes dans leur travail arrivent justement à garder cet équilibre entre valoriser une langue à statut minoritaire tout en s'ouvrant à des pratiques d'enseignement, d'apprentissage plurilingue. Donc bien sûr, on est loin des approches anciennes où c'était des approches punitives. Hein? Si les élèves parlaient une autre langue que la langue de l'école, ils étaient presque punis pour cela, donc ce qui est une pratique ridicule quand on y pense. Et heureusement, maintenant, on s'ouvre vers les ressources plurilingues des élèves, étant donné le monde dans lequel on vit. L'apport du multilinguisme et de l'interculturalité, au-delà des aspects techniques de l'apprentissage, de la formation des enseignants, dans la production de matériel qui correspond aux besoins des enfants, c'est vraiment la clé pour permettre que les parents, les familles, les enfants aient envie d'aller à l'école et soient soutenus dans cette démarche-là. On se rend compte que ça lève une grande partie des barrières qui existent et qui expliquent aujourd'hui que dans de nombreux pays encore, malgré les améliorations qui sont notables, eh bien, on a des taux d'abandon, des taux d'échec, des taux de désistement qui sont importants. Une des principales difficultés qui est liée au multilinguisme, c'est que très souvent, dans les pays
du continent africain, les langues des élèves ne sont pas mobilisées à l'école, ce qui va créer de très grandes difficultés lorsqu'ils seront amenés à apprendre à lire et à écrire dans une langue qu'ils ne parlent pas. C'est le cas au Tchad où la langue de l'école est le français ou l'arabe et très souvent la langue des élèves n'est pas mobilisée pour justement apprendre cette compétence fondamentale du lire et écrire qui est mobilisée dans tous les apprentissages scolaires à l'école. Très clairement. Puis de surplus, lorsque la culture des élèves n'est pas mobilisée dans les enseignements-apprentissages, alors ça génère un décalage très important entre ce que les élèves apprennent à l'école et ce dont ils ont réellement besoin pour évoluer dans leur communauté, dans leur société. Et dans une situation comme celle-là, eh bien, l'école est en train de passer à côté de sa mission fondamentale qui est celle de socialiser. Une autre difficulté aussi, qui est liée à la fois à la culture et puis à la langue, c'est que très souvent les élèves tchadiens évoluent dans une culture orale qui du coup est une véritable chance mais qui n'est pas considérée dans le milieu scolaire parce que c'est le monde de l'écrit, l'école. Donc quand ils sont amenés à apprendre à lire et à écrire, très souvent ce passage entre le milieu dans lequel ils vivent et le milieu scolaire est parfois un peu, enfin la transition n'est pas souvent faite dans de bonnes conditions. Une des causes fondamentales des échecs scolaires et des déperditions est le médium d'enseignement. Lorsque les enfants commencent l'école dans une langue autre que celle qu'ils parlent à la maison, comme c'est le cas pour 8 enfants sur 10 en Afrique, il est évident que quelle que soit la qualité du curriculum, les résultats ne peuvent être atteints parce que le curriculum, lorsqu'il est dispensé dans une langue autre que celle que maîtrisent les enfants, les résultats des apprentissages sont pauvres, nous le savons. Et le BIE qui a le curriculum au cœur de son mandat a une vision systémique du curriculum dont le médium d'enseignement est un des éléments de la chaîne des valeurs. Et c'est pour cela que le BIE se préoccupe de la langue dans laquelle le curriculum est enseigné. Depuis quelques années, nous avons commencé à nous intéresser à cette thématique parce que, effectivement, évidemment, lorsque on l'ignore et lorsqu'on la détache des questions curriculaires, les résultats ne sont pas ce que nous espérons. Le multilinguisme est également une question d'équité et d'intégration. Parce que j'aime bien souligner le fait que les enfants qui sont dans les villes, dans les pays en développement, parlent la langue officielle qui est utilisée à l'école. Mais ceux qui sont dans les campagnes, eux, ils parlent leur langue maternelle avec leur maman, leur papa. Et le premier jour où ils arrivent à l'école, ils commencent par la langue officielle. Et là, dans le même pays, nous voyons donc une certaine inéquité parce que les enfants des villes sont avantagés par rapport aux enfants des zones rurales. Donc, outre les avantages socio-pédagogiques et cognitifs qui sont liés à l'utilisation de la langue maternelle, il y a également qu'il s'agit d'une question d'équité et d'inclusion et simplement de droit à l'éducation.